Les représentations de genre, on le sait, elles sont codifiées dans la fiction en général. Ce que représente une femme, ce que représente un homme, c'est codifié. Dans la fiction, ça ne fait pas exception. Et dans les jeux vidéo, on assiste donc à une codification, à des stéréotypes qui sont assez exacerbés, comme on peut le voir assez vite. Il faut bien savoir donc, que le genre masculin est codifié également, mais ça je crois que Yvie va revenir dessus plus en détail, donc je vais plutôt vous parler du genre féminin pour l'instant. Donc la représentation des femmes dans les jeux vidéo, elle est très influencée par un concept artistique d'études féministes de l'art qu'on appelle le male gaze. Donc, le male gaze, c'est en fait qu'on pourrait traduire par regard masculin, sous-entendu regard masculin hétérosexuel. Donc c'est un concept qui a influencé l'art depuis très longtemps, qui en fait stipule que la représentation des femmes est faite dans le but principal, voire unique, de plaire aux hommes hétérosexuels qui pourraient profiter de l'œuvre. Et donc dans le jeu vidéo, c'est assez exacerbé comme on peut le voir. Là, je vous ai fait un tout petit florilège, mais donc on pourrait y en avoir des centaines. Donc ce regard en fait va influencer le design des personnages, donc leur apparence, leur rôle, leur comportement. C'est-à-dire que on est dans une vision finalement assez simpliste. En fait, les créateurs vont chercher à taper dans le plus petit dénominateur commun, donc en partant du principe que leur public est exclusivement masculin, hétérosexuel, et aussi qu'il a des fantasmes finalement assez simples, assez adolescents. Donc on va aller vers des proportions particulièrement exacerbées, donc des costumes qui laissent voir le plus de chair possible, et finalement des mises en scène aussi assez subtiles. Hein. Voilà, donc, combien en reconnaîtrez-vous c'est le regard hétérosexuel masculin à l'œuvre. C'est donc des plans, comme vous voyez, très subtils. Alors, si vous regardez celui du milieu, par exemple, c'est la méchante dans Prince of Persia 2, et ça, c'est comme ça qu'elle nous est présentée. C'est littéralement la première chose qu'on voit d'elle. Voilà. Donc en haut, vous avez Miranda de Mass Effect, qui a toujours des plans extrêmement bien cadrés également. Et donc on a aussi les poses, comme vous voyez, donc Camille en bas à gauche, qui nous donne un superbe exemple de la fameuse pose qu'on appelle boobs and butts, donc la pose qui consiste à montrer à la fois les seins et le cul. On vous l'avait aussi à droite. Voilà. Et donc ça se rencontre donc de façon vraiment exagérée, comme la sorcière de Dragon's Crown en bas à droite, mais de façon plus subtile également. C'est pour ça que je vous ai mis la jaquette de Remember Me, qui nous fait... c'est un jeu qui a tenté de faire les choses plus intéressantes, mais la jaquette a cédé à la facilité en nous braquant un projecteur sur les fesses de la protagoniste. Donc cette présentation va également influencer, comme je vous l'ai dit, les rôles, qui sont là aussi assez codifié, assez simpliste. Donc on a évidemment l'inévitable demoiselle en détresse. Là aussi, vous en reconnaissez un certain nombre, je pense, qui en fait va de pair avec un autre concept qui a été codifié dans les comics, qu'on appelle la femme au frigo. Alors la femme au frigo, c'est toutes les femmes en fait qui ont souffert de façon, donc elles peuvent être tuées, elles peuvent être violées, elles subissent divers supplices pour motiver le protagonisme masculin dans l'histoire. Donc ça, voilà, donc c'est le fameux ma petite copine a été tuée, donc je cherchais vengeance, voilà, je dois défendre ma petite amie d'un viol, etc. Et voilà, donc c'est en fait des femmes ça c'est quelque chose qui est plus vaste évidemment que les jeux vidéo, qu'on voit beaucoup dans les comics. Et voilà, donc c'est le moment où les femmes sont utilisées comme outil scénaristique pour motiver les protagonistes masculins. Et enfin, ce qui va toujours dans la même logique, les femmes ont tendance à servir de récompense pour le protagoniste et pour le joueur. Donc, dans le jeu vidéo, on a l'avantage de l'interactivité. Donc, la demoiselle en détresse, une fois sauvée, va vous récompenser généralement avec faveur sexuelle, donc c'est plus ou moins assumé évidemment. Mario sera présenté par un baiser. En dessous, vous avez un jeu un peu plus vieux, voilà, où alors j'ai oublié le nom tellement c'est vieux, mais donc chaque demoiselle que vous allez sauver va vous récompenser comme ça en tombant la robe. Vous avez évidemment donc Samus de Metroid qui a perfectionné le concept. Si vous arrivez à terminer le jeu assez rapidement, elle se dénudera plus ou moins. Voilà, et là en bas à droite, vous avez donc les cartes à collectionner de The Witcher, tout à fait. C'est-à-dire The Witcher, à chaque rencontre
rencontre romantique, je mets des gros guillemets, avec une dame, vous aurez sa carte, donc voilà, et vous pouvez faire la collection, je crois qu'il y en a une trentaine dans le jeu. Donc comme je vous le disais, on récompense le protagoniste, mais on va aussi récompenser le joueur, par exemple avec des costumes à débloquer. Vous avez en haut donc celui de Sheva, qui réussit l'exploit d'être à la fois sexiste et raciste. Donc voilà, vous pouvez donc débloquer, généralement plus votre personnage va avancer dans l'histoire, va avancer en niveau, plus vous verrez cher, en tout cas si c'est une femme. Ce que je voudrais souligner, c'est important, c'est que être sexy en soi, c'est pas le problème. On est tous d'accord, la sexualité c'est cool, le sexe c'est bien, l'érotisme c'est bien, etc. Donc en fait, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que, en ce qui concerne les femmes, c'est une représentation systématique, et c'est à peu près l'unique représentation disponible. C'est-à-dire qu'une Mai Shiranui, donc celle qui est au milieu, c'est bien, voilà, elle s'habille comme elle veut, elle s'exprime sa sexualité comme elle veut. Quand c'est l'unique représentation des femmes dans tout le média, on peut quand même se poser des questions. Et sachant aussi que on a des exceptions qu'on connaît tous et qu'on me sort très volontiers, donc quand j'apporte cet argument, c'est oui, mais il y a Chell dans Portal. Je pense que je vais inventer le point de Chell dans Portal, parce que c'est toujours... Voilà, à chaque fois, on me le sort, et donc comme si cette exception invalidait entièrement la règle, alors qu'en fait, elle fait que la confirmer, puisque quand un personnage féminin comme ça apparaît, ou comme Nilin dans Remember Me, donc plus récemment, on va s'extasier dessus parce qu'elle ne rentre pas dans cet archétype. Ensuite... L'autre problème, c'est que c'est unilatéral. Donc là, vous avez des équivalences masculin-féminin. Donc même armure, en haut à gauche, vous avez Guild Wars, armure élite de druide. Pour les hommes, pour les femmes, en haut à droite, c'est Guild Wars 2, pareil pour les normes. Et en bas à gauche, c'est Resident Evil. Donc c'est le même personnage, mais version masculine, version féminine. Donc elle a perdu son pantalon. Et alors en bas à droite, je ne sais même plus ce que c'est. Excusez-moi, je préparais un peu à l'arrache, donc je ne me suis pas tout noté. Donc voilà, on a également des jeux qui vont proposer des costumes sexy pour les hommes, et c'est cool. Par exemple, Terra est célèbre pour les costumes particulièrement sexualisés des personnages. Le problème de Terra, c'est qu'absolument toutes les armures féminines sont sexualisées. Vous les avez là en haut, le deuxième en noir à gauche. Donc toutes les armures féminines de Terra ressemblent à ça. Alors parmi les armures masculines, vous avez de la variété. Et c'est ça, au final, qu'on réclame. Il n'est pas question de couvrir toutes les femmes dans le jeu vidéo ou quoi que ce soit. Il est question d'avoir de la diversité, c'est-à-dire comme dans la réalité, on a des femmes qui sont des vraies personnes, qui s'habillent différemment, qui ont des rôles différents, et qui sont des personnes complètes et entières. Donc, ensuite, excusez-moi. Ah oui. Ce qu'il faut aussi voir, donc ça c'est quelque chose qui dépasse aussi le jeu vidéo, mais c'est que le neutre est masculin. C'est-à-dire qu'on crée un personnage masculin, donc vous voyez Todd, a priori, pour lui attribuer un genre, c'est pas forcément évident, Pac-Man non plus. Et ensuite, on crée sa version féminine, donc comment on marque le féminin? Par des attributs donc sexuels particulièrement stéréotypés, donc particulièrement féminin, le rose, les tresses, le petit nœud est très populaire, ainsi que le rouge à lèvres. Donc vous avez en bas quand même Madame Pac-Man qui est ma préférée à ce niveau-là. Parce qu'on peut faire avec une boule jaune quand on la met au féminin. Et alors, cette représentation, elles ne viennent pas de nulle part. Donc elles sont évidemment façonnées par la société. Mais pourquoi elles sont aussi exacerbées dans le jeu vidéo? Parce qu'on est dans un milieu qui est encore conçu comme un précaré masculin. C'est-à-dire qu'on est dans des représentations qui sont créées par des hommes pour les hommes. Et alors, donc on peut déjà, alors je ne sais pas si on le voit très très bien, mais ça c'est les chiffres donc, de l'industrie cette année. Ce qui nous intéresse, c'est la partie en bas, à chaque graphique, Gender Stats. Voilà. Donc je vous la fais très rapidement. On a dans tous les secteurs, on a moins de 20% de femmes, dans toutes les positions, sauf les producteurs, donc qui sont un petit peu mieux représentés avec 23%. Donc c'est le champ féminin le mieux représenté dans le jeu vidéo, celui qui est le plus loin en fait de la création, on peut dire. Et alors il y a la rumeur en fait veut que les artistes soient bien représentés, les artistes féminines soient bien représentés dans les jeux vidéo, donc ce soit rempli de femmes. Il n'en est pas, enfin c'est pas vraiment le cas, puisqu'on est à 16%. Et chez les game designers, donc les créateurs, les concepteurs, à 11%. Et en audio et en programmation, on est carrément à 4% de femmes. Et alors, niveau différence de salaire, on est, je vous ai parlé de calcul, on est environ à 25% à chaque fois. Mais on peut aller jusqu'à 65% de différence. 65% de différence, c'est dans l'audio. Donc on est payé 65% de moins.
Et les personnes attentives vont remarquer aussi qu'on a un champ où les femmes sont mieux payées que les hommes, légèrement, c'est la programmation, donc il y a 4% de femmes. Et alors pourquoi? On peut formuler une hypothèse, on va revenir dessus tout de suite. Donc voilà, on est dans une industrie qui est à grosse prédominante masculine, et malheureusement, ça a des impacts. Et donc l'an dernier, on a eu ce hashtag sur Twitter qui a eu un succès absolument exceptionnel, donc il s'appelait One Reason Why, et qui invitait en fait toutes les femmes de l'industrie du jeu vidéo à donner une raison pour laquelle, selon elles, il n'y avait pas plus de femmes dans le jeu vidéo. Pas que les femmes d'ailleurs, il y a des hommes qui ont participé aussi. Et donc là, je voudrais rapidement explorer quelques-unes de ces raisons avec vous, parce que quand on les regroupe, on a vraiment, ça révèle énormément de choses sur notre industrie. Donc, il y a une, par exemple, que je trouve particulièrement révélatrice et qui, à mon avis, explique la paix supérieure des programmeuses femmes, c'est celle du milieu. C'est si je réussis, je suis exceptionnelle. Si je rate, je suis la preuve que les femmes ne devraient pas être dans l'industrie. Voilà. Et ça, si vous regardez, voilà, 4% de programmeuses, donc en gros, les 4%, c'est celles qui sont exceptionnelles, qui sont battues, qui sont absolument extraordinaires, et donc on les paye plus pour les garder. À part ça, donc on a aussi les grands classiques, c'est-à-dire que les femmes, les créatrices, les designeuses, les journalistes qui sont prises pour des babes, donc pour des décorations dans les conventions, dans les milieux, qui sont prises pour les assistantes, les secrétaires, qui sont aussi victimes de harcèlement sexuel, parce que les conventions ne sont pas des espaces safe pour les femmes. Chaque convention, on a des incidents, ça touche même les professionnels, comme vous le voyez. On a celles à qui on parle comme des idiots. On a notamment des journalistes de Kotaku qui avaient écrit des tribunes pour expliquer comment on les prenait pour des connes, il n'y a pas d'autre mot, à chaque démonstration. Comment, quand elles observaient une démonstration de FPS, le vendeur allait attirer l'attention sur le petit lapin qui court dans l'herbe, il allait jouer pour elle, etc. Et j'attire aussi votre attention sur celle en haut à droite. Alors, on m'a dit une fois, nous n'avons pas besoin de femmes dans l'industrie pour savoir ce que veulent les joueuses. Et une autre, qui est où? Excusez-moi. Oui, c'est celle qui est deux cases en bas. C'est parce que les gens du marketing ont été choqués de découvrir que les femmes jouaient à nos jeux parce qu'ils n'avaient pas du tout visé ce public-là. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ce qu'il y a aussi, c'est que ce hashtag, il a fait énormément de pédagogie. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il a été suivi par One Reason to Do It, et en fait, qui a permis à beaucoup de femmes justement d'obtenir des mentors et dans l'industrie. Donc ça, c'était aussi très, très positif à ce niveau-là. Donc, en fait, on est dans une industrie qui va supposer, encore une fois, que le public est exclusivement masculin hétérosexuel, qui partage certains fantasmes très codifiés, et qui va créer en fait une sorte de complicité à ce niveau-là. Donc il va supposer que le public est composé en gros d'ados machos sexistes, et donc tout le marketing va être orienté comme ça. Là voilà, vous avez un petit fleurillage qui pourrait être 10 fois plus gros là encore, mais les pubs de Soul Calibur 5, les pubs Nintendo, la formidable édition marketing de Dead Island, là je crois qu'on fera jamais mieux. Voilà, on a littéralement une femme sans tête. Déjà la pub de la Vita avec la femme sans tête et les 400, c'était pas mal, mais là c'est littéralement la femme tuée, mais elle a encore des parties essentielles, tout va bien. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle est ensemble, mais on a quand même laissé le bikini parce qu'il faudrait pas qu'elle soit nue, ça serait trop. Et donc cette complicité, elle se traduit donc par les professionnels de l'industrie. Donc c'est par exemple le lead designer de Borderlands 2 qui, en parlant d'un mode de jeu plus facile, va expliquer c'est le mode qui va vous permettre de jouer avec vos petites copines. Là, voilà, donc on parle à des hommes, mais les femmes elles sont en dehors du public, il faut les intéresser. Et puis on a aussi évidemment des exemples de sexisme parfaitement basique de la part des créateurs, même des grands créateurs. C'est bien triste. Par exemple, c'est Fumito Ueda, donc le créateur des extraordinaires Ico ou Shadow of the Colossus, qui va expliquer qu'il n'est pas question que le héros de The Last Guardian soit une fille, parce qu'elle n'aurait jamais la force de faire l'escalade comme le petit garçon, et que de toute façon, on risquerait de voir sous sa jupe, parce que forcément elle porterait une jupe. Ça, voilà. On a aussi, donc près de chez nous, on a David Cage qui va expliquer qu'il aime bien qu'il y ait des personnages féminins parce qu'on peut leur donner des émotions, ils peuvent pleurer et c'est plus intéressant. Voilà. Et alors, ce qui est, donc on est dans l'industrie et dans la presse, on retrouve en fait cette connivence. Donc ça, c'est bien sûr les fameux reportages sur les babes, donc on a chaque année.
Et ce qui est intéressant, c'est que la presse américaine a vraiment avancé là-dessus. C'est-à-dire que ça fait 1 ou 12 ans que le débat du sexisme dans les jeux vidéo vraiment fait rage en Amérique. Et on a pas mal avancé. Il y a pas mal de magazines, de conventions qui ont pris des positions sur les babes. Et en France, on est encore à « mais où sont passés les babes? Je veux mon avalanche de string, je n'invente rien ». Bon, malheureusement, on voit pas très bien, mais ça, c'est Jeux Actu, voilà, Pardon ? Oui, voilà. Et donc, les magazines qui vont aussi se faire le plaisir de publier des photos, voilà, très, très drôles. Là encore, voilà, qu'est-ce qu'on se marre les mecs, de journalistes qui vont loucher sur les seins donc des hôtesses ou faire mine de les tripoter, etc. Ah oui, là en haut à droite, vous avez aussi un webcaster donc, qui est avec ces deux hôtesses qui ne parlent pas français. Ils s'en assurent avant dans la vidéo, avant de dire cliquez sur les seins de ces jeunes demoiselles pour accéder à telle page, telle page. Donc, je rappelle que le 3 est un salon professionnel sur invitation, donc c'est des professionnels. Et donc cette connivence voilà, se manifeste comme ça, donc voilà, on offre, en gros les femmes, c'est de la chair à offrir au public pour faire du clic, et ça se manifeste aussi de façon donc, parfois plus ou moins subtile, mais différente on va dire. Donc, en haut à gauche, on aurait peut-être reconnu, donc c'est le fameux article de Joystick où on a pendant 6 pages un journaliste qui va projeter ses fantasmes sur le nouveau Lara Croft en expliquant à quel point c'est formidable de voir une femme humiliée sexuellement, agressée sans consentement, etc. Et donc là, on est vraiment dans vraiment la connivence, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, vraiment, qu'est-ce que c'est cool, les mecs, qu'est-ce qu'on bande. Et on a aussi donc, des magazines qui vont raconter tout simplement n'importe quoi, enfin la désinformation. Donc en haut, c'est encore Joystick, qui est dans un article et va écrire que malheureusement Lara n'a plus du tout, elle n'a plus rien d'une femme, que ses seins fondent à vue d'œil, et que au départ, donc à gauche, la première Lara Croft avait l'air d'une femme normale, et que à droite maintenant, elle ressemble à Chabal. C'est-à-dire qu'elle a des pectoraux creux. Et je n'invente rien. Donc voilà, on va raconter ça pour faire plaisir en fait au public qu'on imagine donc adolescent obsédé par les seins. Et qu'est-ce qu'on ne dirait pas comme connerie quand même. Et on a donc à part ça les journalistes qui vont se vanter de leur amour des babes, donc des hôtesses qui sont là pour décorer sur les salons, qui vont relayer et applaudir les publicités sexistes. Après, on a aussi donc Pardon ? Tu peux peut-être citer le slogan, parce que je suis pas sûre que tout le monde le voit quand même. Le slogan de la pub PS Vita, c'est 2 fois plus de sensations. 2 phases tactiles. 2 phases tactiles, 2 fois plus de sensations. Ouais. Donc c'est la femme, elle fait 400. Et donc à part ça, on a aussi donc, des magazines dans lesquels ça va être plus léger, mais ça va être présent quand même, cette connivence, donc, et qui vont en fait s'estimer irréprochables sous couvert de l'humour. Donc c'est par exemple en bas à gauche, vous avez Canard PC, qui va nous expliquer que c'est une facilité d'écriture, de l'humour du second degré, d'écrire que Lara Croft, c'est c'est quoi qu'ils ont écrit ? Elle nous arrive chaude comme la braise avec la niaque d'une jouvencelle. Voilà. Et en haut, donc en haut de la couverture, on a un petit lapin qui bande, parce que voilà, quand même, ça fait bander les mecs. Et en bas, vous avez aussi, donc ça c'était dans leur numéro spécial sexisme, donc quand il y a eu le buzz, voilà, ils ont fait un dossier sur le sexisme, et dans le numéro ailleurs, on avait cette phrase, donc, voilà, grâce au niveau laser à bulle PPL5, moins coûteux en zircon, je sais pas comment ça se prononce, en zircon, et plus fiable qu'une entité féminine pour vous dire si le portrait de Médor penche. Et ça, c'est rien en soi. Mais vous remarquez qu'on part toujours du principe que le lectorat est masculin. Voilà, c'est toi, lecteur qui nous lit, on fait une blague sur comment t'interagis avec ta blonde, en gros. On part jamais du principe que ça pourrait être une femme ou quoi que ce soit qui lit le journal. Et enfin, donc, je vais terminer en parlant de la communauté. Alors, parlons rapidement de la communauté parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire. Donc voilà, on a parlé d'industrie, la presse, la communauté donc des gamers comme vous et moi. Et on va commencer par parler du harcèlement, le vrai, qu'on rencontre donc en ligne. Là, vous avez un petit... alors je l'ai fait très rapidement, désolé, donc c'est assez... beaucoup de Xbox et pas beaucoup de français. J'ai pas vraiment eu le temps de faire un panel plus large. Mais donc, il y a un petit panel recueilli en ligne, en jeu, sur les forums, etc. En haut à droite, c'est le forum de Canard PC. Donc, quand quelqu'un poste sous le pseudo de Geekette pour poser une question intéressante. Et toutes les 2 premières pages sont sur des blagues de ce genre-là, sur son pseudo. Genre t'es une vraie fille, etc. Voilà. Et donc, le problème du harcèlement, c'est que c'est un problème en soi, mais c'est qu'il est, là encore, à peu près systématique. Et les gameuses le savent toutes, on a toutes développé notre stratégie pour se protéger face à ça. Donc ça peut être jouer sur un pseudo masculin, jouer sans le micro, jouer avec
un pseudonyme qui est masculin, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Et le problème, et c'est le point le plus important de ce que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que ces attitudes en fait, qui vont être tolérées, excusées, voire encouragées, là encore sous couvert d'humour. Alors, pour illustrer ça, on va rapidement reparler d'un cas que j'ai assez développé dans mon article. Donc, c'est le cas du harcèlement dans un tournoi officiel de Tekken, donc officiel, hébergé par Capcom, etc. Peut-être que tout le monde connaît, peut-être que si tout le monde a lu, je vais assez accélérer, mais en gros, voilà, le coach, donc à droite, Harris Bactanians, qui a infligé du harcèlement sexuel absolument ignoble donc à cette joueuse professionnelle, Miranda, qui était coincée par son contrat, et tout ça a été donc filmé, live streamé, et il y avait un chat, et le chat a allègrement pris part au harcèlement, en encourageant, en applaudissant, en en rajoutant une couche, etc. Et ça, c'est ça. Et les autres joueurs également n'ont pas réagi, ça les faisait marrer. L'équipe de sécurité de Capcom n'a rien dit non plus, même après que la joueuse soit allée se plaindre à eux. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il y a cette notion que le harcèlement sexuel, en fait, ça fait partie intégrante du jeu, ça fait partie de la culture, que ça ne nous plaît pas, en fait, on n'a qu'à partir. Tout ça, c'est des citations, des vraies citations qu'on a trouvées, en fait, après sur des forums qui discutaient ce fait divers, donc des forums gamers, qui vont discuter ce fait divers en expliquant en gros que donc déjà Miranda elle avait qu'à pas être là si elle pouvait pas supporter ça, elle avait qu'à se plaindre mieux, etc. Donc ça c'est la technique très très classique du victim blaming. Donc on blâme la victime de ce qui lui est arrivé. Et c'est ça en fait qu'il faut résoudre, qu'il faut bien souligner, c'est qu'évidemment les connards, donc les harceleurs actifs vraiment dramatiques, sont une minorité. Personne ici dit que tous les gamers sont d'ignobles pourris. Je voudrais bien le souligner. Le problème, c'est que les 10 connards vont être encouragés, tolérés et souvent protégés par la communauté. Donc je ne doute pas que les gens qui ont écrit ces choses-là sont des gens parfaitement normaux, voire sympathiques dans la vraie vie. D'ailleurs, il me semble que Harry, c'est quelqu'un d'assez sympathique dans la vraie vie, d'après ce que j'ai entendu. Je l'ai rencontré. Voilà. Et je fais des blagues, il est marrant. Voilà. Mais c'est ça. Et c'est qu'en fait, c'est un truc intéressant parce que dans cette communauté-là, qui perçoivent comme leur communauté à eux, leur précaré, on est entre mecs, on peut se lâcher et on peut aller faire ça. Donc je voulais finir là-dessus. Alors déjà commencer par en bas. En fait, en bas, vous avez donc en haut, au milieu, pardon, le commentaire d'Effa Heston. C'est un de mes collègues qui regardait une série de vidéos sur YouTube de jeux vidéo, de commentaires de jeux vidéo, des let's play, et qui en a eu assez en fait des blagues sexistes incessantes dans les vidéos, qui par ça était très bonne. C'est souvent le problème, c'est parfait, mais gros point noir, le sexisme. Et donc il y a ce commentaire pour dire je vous souhaite le meilleur. Malheureusement, je trouve le sexisme intolérable et ça détruit mon plaisir en regardant vos vidéos, qui sont à part ceux-là qui sont bien réalisés, très solides. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et en fait, tous les commentaires qui sont venus à la suite, tous, donc vous voyez, il a été pourri, donc ça a été signalé en tant que spam, etc. Et tous les commentaires à la suite, c'est de l'ordre de « mais enfin, t'as pas d'humour, il faut savoir prendre une blague, etc. » Donc voilà, encore une fois, toute la communauté qui va lever le bouclier pour protéger le sexisme. Et donc en haut, vous avez le top commentaire sur la nouvelle vidéo qui présente l'interface de la PS4. Donc une vidéo qui, après ça, est très bien, qui présente une joueuse tout à fait naturelle, qui joue à Killzone, qui joue à Knack, c'est très très bien, ils sont bien débrouillés. Et donc le top commentaire, forcément il est fan dans la vidéo, donc c'est ça. Il va se la faire grâce à la PS4. Et encore une fois, la top commentaire est grâce au vote positif de la communauté. Donc, pour terminer, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le problème, c'est pas tellement ça. Ça se gère, il y a des connards, il y a des gens aussi qui disent des bêtises, ça leur arrive, qui ont des sortes d'attaques de chroniques, et le problème, c'est ça. C'est que vous l'aurez compris, je pense. Merci.